Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir ensemble comment on va pouvoir gérer des données complexes au niveau des formulaires. Et là, on va essayer de mettre en place un système d'ingrédients pour nos recettes de cuisine. Donc l'idée, c'est que sur chacune de nos recettes, on ait la possibilité de pouvoir ajouter plusieurs ingrédients. Et pour chaque ingrédient, pouvoir préciser la quantité et l'unité de mesure qui va être utilisée. Donc on va avoir besoin pour ça de champs imbriqués. Donc la première chose, ça va être de structurer notre base de données. On va créer une nouvelle entité qui va permettre de gérer justement cette notion de quantité. Donc on va commencer par gérer les ingrédients. Donc on va faire un php bin/console make2.entity et on va l'appeler ingredient. Au niveau de nos ingrédients, on va faire assez classique. On va avoir un champ name qui sera une chaîne de caractères et on s'imagine aussi qu'on va avoir un slug qui sera aussi une chaîne de caractères. On ne va pas mettre de champ created at ou updated at, ça ne nous intéresse pas ici. J'ai maintenant besoin de lier ces ingrédients à mes recettes. Donc on va créer une entité qui permet de représenter cette liaison parce qu'on a en plus besoin de mettre des champs supplémentaires. Donc je vais faire un php bin/console make2.entity et on va l'appeler quantity. Donc ça va permettre de gérer les quantités dans nos recettes. Alors au niveau des champs, on va avoir un premier champ qui va s'appeler quantity qui permettra d'avoir un numéro, par exemple 150, 20 ou 30 pour gérer des décilitres. Ça va être un float, parce qu'on peut s'imaginer que les personnes vont pouvoir entrer des nombres à virgule, et ça ne sera pas nullable. Ensuite, on va avoir les unités de mesure, qu'on va sauvegarder sous forme de simple chaîne de caractères. Et maintenant, c'est là que ça va être intéressant, on va avoir des relations. Donc notre système de quantité, il va être relié à une recette. Donc on va appeler ça un recipe. Donc ça sera un champ de type relation, et ça sera relié à une recette. Au niveau du type de relation que l'on veut, ça va être une many-to-one, parce que une quantité est associée à une seule recette, par contre une recette peut avoir plusieurs quantités. Ce champ n'est pas nullable, on aura forcément un lien, et on rajoute la relation inverse au niveau des recettes. Le champ, on va l'appeler quantities, et est-ce qu'on veut faire une suppression automatique? Dans ce cas-là, oui. Si on supprime une quantité d'une recette, on veut aussi supprimer l'objet quantité. Voilà. On va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Maintenant, on va lui dire qu'une quantité va être associée à un ingrédient. Donc ça va être encore une fois un type relation, ça va être attaché à ma nouvelle classe que je viens de créer précédemment, et on va encore se retrouver avec une many-to-one. Ça ne peut pas être nul, on va rajouter la relation inverse, qu'on nommera toujours quantities, et on veut une suppression en cascade. Voilà, donc là on est bon, je pense que on est correct, et je valide. Je vais ensuite lui demander de faire la migration, bin/console make2.migration, et je vais directement migrer. Doctrine, .migration, .migrate. D'ailleurs, petite astuce, vous pouvez juste taper les noms et il est capable de comprendre ce que vous voulez faire. Ça peut être un peu plus rapide à ce niveau-là. Ok, donc notre migration est exécutée et on va finir par une dernière petite chose, ça va être de modifier nos fixtures. Donc on avait créé un recipe fixtures et on va lui demander de rajouter automatiquement des ingrédients. Pour ce faire, on va créer une variable ingredients et on va lui demander de faire un array map. On lui passera une fonction. Donc on va lui dire c'est une fonction qui prendra en chaîne de caractères le nom de l'ingrédient et qui ira créer l'ingrédient automatiquement. On remplira ça un petit peu plus tard. Et en second paramètre, alors moi j'ai utilisé une IA pour ça, mais j'ai créé un simple tableau PHP qui va contenir l'ensemble des ingrédients. Je n'ai pas utilisé Faker ici parce que j'ai pas envie qu'il me donne deux fois les mêmes ingrédients. C'est plus simple d'avoir une simple liste ici. Maintenant que j'ai cette liste, je peux demander à mon système de faire un set name et je lui dis que le nom ça va être name. Pour la partie slug, je vais lui demander de faire un set slug, et on va faire un string to lower, et on va utiliser le slugger, alors je crois que je l'avais injecté en haut, impeccable, et on fera un vis slugger, et on génère un slug à partir du nom. Maintenant qu'on a ce tableau, je vais pouvoir faire une petite boucle for each, on va boucler sur chacun des ingrédients, et pour chacun des ingrédients, on va utiliser notre manager pour le persister. Bon, ce n'est pas forcément l'objectif de cette vidéo-là, hein, c'est pour ça que je me permets de passer un petit peu vite, mais on va avoir besoin de données de test pour pouvoir justement gérer le formulaire imbriqué. Maintenant, dans ma partie qui renseigne les différentes recettes, donc c'est cette partie-là, on va rajouter une petite boucle pour venir rajouter des quantités. Donc on va faire un petit for each, on va utiliser Faker pour piocher des éléments aléatoires, donc on va faire un random elements, on lui donnera notre tableau d'ingrédients, et on lui dira qu'on voudra entre 2 et 5 ingrédients aléatoirement. Donc ça va nous donner des ingrédients. Donc pour chaque ingrédient, je vais pouvoir créer une nouvelle quantité. Donc on fera un recipe, add quantity. Je crée une nouvelle quantity. Et au niveau de cette quantity, je vais définir les différents champs.
On aura un set quantity qui sera un nombre. Donc là, on va utiliser Faker directement et je lui dis un nombre entre 1 et 250. Ensuite, je lui définis l'unité à utiliser. Donc moi, j'aimerais bien millilitres, cuillère à soupe ou autre. Donc pour cela, je vais me créer une variable un petit peu plus haut qui va contenir des unités de mesure au hasard. Et à ce niveau-là, au niveau du setUnit, je lui dis prends un élément aléatoire. Bon, ça donnera des choses qui sont un petit peu cohérentes, genre 250 cuillères à café de sucre, mais peu importe, hein, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Et là, sur notre quantité, automatiquement, il va venir l'attacher à notre recette. Et il va falloir l'attacher à notre ingrédient. Donc, je fais un set ingrédient et je lui passe l'ingrédient. OK. Donc là, je pense que mes fixtures sont correctes. Je vais juste regarder si on a une persistance en cascade au niveau du add quantity. Donc, sur ma propriété quantity, hop, à ce niveau-là, non, on ne l'a pas. Donc, je vais rajouter un cascade et je vais lui dire qu'en cascade, il faut que tu persistes. Donc, on va essayer de relancer les fixtures. Donc, on va faire un PHP bin/console doctrine .fixture.load et on va lui demander de ne pas nous poser de questions. Donc, ça fonctionne bien. Nos recettes vont bien avoir ce système de quantité. Maintenant, on aimerait bien pouvoir les administrer depuis notre page. Donc, si je reviens dans ma partie administration, on va prendre le bœuf bourguignon. Et là, j'aimerais bien avoir en dessous de ce formulaire-là une partie qui me permet de gérer les quantités. Donc la première étape, ça va être de créer un type qui va permettre de représenter le formulaire pour gérer une quantité. Donc au niveau de notre terminal, on va faire un PHP bin/console make.form et on va l'appeler quantityType. Ce formulaire va être lié à notre objet quantity. Ensuite, on va modifier ce formulaire-là. On ne va pas forcément faire trop de personnalisation, si ce n'est qu'on ne veut pas permettre à l'utilisateur de changer la recette associée. Donc on va supprimer ce champ-là, mais par contre on laissera l'utilisateur choisir un ingrédient. Au niveau du choice label, on va mettre plutôt name dans notre cas. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce type au niveau de notre partie recette et lui dire, pour notre partie recette, j'ai envie que tu puisses modifier la propriété quantities. Sauf que là, ça ne va pas simplement être un entity type où on a un petit menu déroulant qui nous permet de sélectionner les choses. On veut pouvoir aussi en créer et pouvoir avoir des comportements supplémentaires. Donc dans ce cas-là, on va utiliser un nouveau type qui est le collection type. Ce collection type va permettre d'avoir une collection de sous-types. Donc au niveau des options que l'on va mettre, on a une première option qui est entry type. Et là, on va mettre le nom de la classe qui va permettre de représenter chacune de ces entrées-là. Donc moi, je vais lui dire, il faut que tu utilises le formulaire que je viens de créer, le quantity type. Aussi, on va rajouter un by référence et on va mettre ça à false. On ne souhaite pas qu'il modifie la collection, donc qu'il modifie les choses par référence, mais on veut plutôt qu'il utilise les méthodes add et remove. Donc on met bien false à ce niveau-là. Et c'est tout ce que l'on a besoin de faire. Si maintenant je réactualise ma page qui contient mon formulaire, on va voir qu'on a un petit label quantities, ensuite on a un petit libellé un peu bizarre, et on a notre première quantité. Donc là par exemple, il y a 100 verres d'œufs. Comme je vous dis, ça donne des recettes de cuisine un peu dégueulasses. Alors si on veut enlever cette partie-là, vous pouvez rajouter un autre attribut à ce niveau-là, qui est le entry_options, qui vous permet de spécifier des options au niveau de chaque entrée, et nous on va mettre label à false. Et ça va permettre de venir supprimer ce libellé et d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus correct. Donc là, par exemple, si je veux changer la quantité d'œufs qu'il y a, par exemple, je veux un seul verre d'œufs, comme je vous dis, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave, je clique sur envoyer, et maintenant, pour mon bœuf bourguignon, je ne vais avoir qu'un verre d'œufs. Et comme ça, j'ai la possibilité de modifier des relations imbriquées au niveau de mon élément. Alors, par contre, le submit type, il apparaît avant, c'est très bizarre. Oui, ok, c'est normal. Donc, par exemple, si on a un système d'utilisateur avec des adresses, il peut comme ça gérer ses adresses. Alors le problème, c'est que dans un cas concret, ce qu'on a envie de faire, c'est avoir la possibilité aussi d'en rajouter. Donc pour cela, on va venir ici mettre un hello_add et on va mettre ça à true. Si on fait ça, ça ne va pas forcément changer notre formulaire. Si je réactualise, je n'ai pas de bouton ajouter qui s'est mis. Par contre, ça va faire quelque chose qui est assez intéressant. C'est que ça va venir rajouter ici un attribut data-prototype avec une structure HTML. Cette structure HTML, elle pourra ensuite être utilisée par du code JavaScript pour dire, il faut, lorsqu'on va cliquer sur un bouton ajouter un élément, injecter toute cette structure HTML au niveau de notre page. Du coup, si on veut que ce système fonctionne, il va falloir faire un petit peu de JavaScript. Alors moi, j'utilise l'asset mapper
Donc on va aller dans le dossier Assets, on va aller dans le dossier Contrôleur et on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler form-collection underscore controller.js. Alors on peut s'inspirer du Hello Controller si on le souhaite. Donc là je vais directement prendre ça et le recopier ici. Sauf qu'on va venir enlever cette partie-là. Donc en fait, un contrôleur, ça permet de venir rajouter un comportement particulier sur un élément HTML. Pour pouvoir câbler ce contrôleur-là, on va au niveau de notre recipe type rajouter une option au niveau de notre collection et on va mettre une option qui s'appelle Attre, ça permet de rajouter des attributs HTML et on va mettre un nouvel attribut qui sera data-controller et on mettra le nom de notre contrôleur. Form-collection et on ne met pas la partie underscore controller. Pour tester que ça fonctionne bien, on va modifier notre form controller ici pour dans la partie connect mettre un console.log hello. Voilà, c'est important de bien vérifier que déjà ça fonctionne avant d'aller sur la suite. Je vais sortir mon inspecteur, je vais dans la partie console, je réactualise ma page et automatiquement je vois mon hello à ce niveau-là et on voit que le form collection a été initialisé. Impeccable. Donc à partir de là, je vais pouvoir créer ma logique en JavaScript pour venir ajouter ce petit bouton qui va permettre justement d'ajouter. Donc je fais une constante que je vais appeler btn et on va faire un document.createElement et on va créer un élément de type button. Ensuite, je vais venir faire un set attribute et je vais définir les classes que je souhaite mettre dessus, btn et btn secondary. Je vais aussi changer le inner text pour pouvoir mettre un petit libellé dessus. Donc on mettra ici ajouter un élément. On permettra ensuite de changer le libellé depuis le recipe type, mais pour l'instant on va mettre ça. Et je vais faire en sorte que le bouton est un type button pour pas qu'il soumette le formulaire par défaut. Lorsque l'on va cliquer sur ce bouton-là, donc je rajoute un listener, je vais lui demander d'appeler une nouvelle méthode qui va s'appeler addElement. Cette méthode, on va la créer en dessous, donc elle va s'appeler addElement. Elle prendra en paramètre le mouse event et elle fera un traitement particulier. Par défaut, on fera un prevent default. N'hésitez pas, si vous faites un petit peu de JavaScript, à rajouter de la JSDoc pour expliquer à quoi ressemblent vos paramètres. Maintenant que ce bouton est rajouté, je vais venir le rajouter à la fin de notre liste. Pour cela, je peux faire un this.element.append et je vais lui demander de rajouter mon bouton. Je vais supprimer ce code-là et normalement, ça devrait fonctionner. Si je réactualise ma page, je vais tout en bas, j'ai un bouton « Ajouter un élément ». Il a été automatiquement rajouté dans l'élément qui a ce data-controller que moi j'ai mis. Donc lorsque je clique sur ajouter, il va falloir prendre ce que l'on a dans le prototype et venir le placer avant le bouton. Et si on regarde la structure que l'on a dans le prototype, on a ici un underscore name. Ça, il va falloir le remplacer par l'index que l'on souhaite rajouter. Donc par exemple, si on a 3 éléments, l'élément suivant aura l'index 3 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais calculer l'index dès la connexion en lui disant que l'index c'est le nombre finalement d'éléments enfants. Donc on fera un this element child element count. Alors c'est très dépendant de ma structure HTML, mais dans ma situation ça fonctionne. Donc quand on fait le add element, on va lui dire je vais créer une variable element et je ferai un document.createRange. Donc ça va permettre à partir d'une chaîne de caractères de créer un élément HTML, create contextual fragment, et je te passe en premier paramètre la chaîne de caractères. Donc moi, je pars de mon élément et je vais récupérer la propriété data-prototype. Et je vais lui demander de remplacer toutes les occurrences de underscore name par le numéro de l'index. Donc ça sera this.index, ce que j'ai sauvegardé plus haut ici. Je sais qu'il n'y a qu'un élément racine, c'est ce field set. Donc je vais lui dire de récupérer le first element child. Ça me permet d'avoir un élément et non pas un fragment. Maintenant que j'ai cette variable-là, je peux lui dire prends la cible courante et insère notre élément juste avant le bouton. Donc before begin, je veux que tu insères cet élément-là. Aussi, il faudra faire attention, il faudra incrémenter notre index parce que maintenant on a un élément en plus. Donc je vais réactualiser la page, je vais cliquer sur ajouter un élément et on voit que ça rajoute un nouveau formulaire vide. Et à partir de ce formulaire-là, je peux renseigner de nouvelles informations. Donc on va s'imaginer qu'on a par exemple 10 grammes de farine. Je clique sur envoyer et automatiquement, sur mon bœuf bourguignon, hop, je vais avoir en bas 10 grammes de farine. Et j'ai la possibilité comme ça d'ajouter des éléments.
De la même manière, on a la possibilité d'autoriser la suppression. Donc dans ce cas-là, au niveau de notre recipe type, dans notre partie collection, on peut rajouter une autre propriété qui est allow delete. Et on met comme valeur ici true si on autorise la suppression. Dans ce cas-là, encore une fois, il faudra venir ajouter un comportement en JavaScript. Donc dans le cadre de la suppression, ça veut dire pour chaque élément avoir un petit bouton supprimer qui va venir tout simplement supprimer l'élément. Si on fait un essai de suite, sans forcément injecter du JavaScript pour le moment, je peux prendre ce fil set et venir le supprimer. Et si je clique sur envoyer, automatiquement il va supprimer les choses. Si je reviens dans mon bœuf bourguignon, on n'aura plus cette troisième quantité. Si on regarde au niveau des requêtes SQL qui sont générées, parce que ça peut être intéressant aussi, on va prendre les dernières requêtes et on va aller sur celle-ci. On va aller dans la partie doctrine. On voit qu'il y a pas mal de requêtes qui sont faites. On descend un petit peu. On a notre update qui met à jour la recette et on a notre delete qui est venu supprimer la quantité qui est associée. Bon, revenons à notre code JavaScript. Maintenant qu'on a cette partie delete, on aimerait bien rajouter des petits boutons. Donc je vais me créer une fonction pour un petit peu plus séparer les choses. Mais basiquement, ce qu'il va falloir faire, c'est à ce niveau-là, trouver nos fil set à ce niveau-là et pour chaque fil set, venir rajouter un petit bouton. Donc je crée ma fonction qui va s'appeler add delete button et qui prendra en paramètre l'item. Cet item, ça sera quelque chose de type HTML element. À ce niveau-là, on commence par créer le bouton. On va lui mettre aussi la classe btn secondary et on mettra un texte particulier. Donc là, je vais recopier un peu ce que j'ai fait ici. On mettra ici supprimer seulement. Voilà. Ce sera un bouton de type button, hein, tout simplement. Et je lui dis, au niveau de l'item, il faudrait que tu rajoutes ce bouton-là. Et quand on va cliquer sur ce bouton-là, j'aimerais bien que tu supprimes l'élément. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure directement depuis ma console. Donc on fait un prevent default pour empêcher le comportement par défaut, même si normalement ce n'est pas nécessaire. Et on supprime notre item. Maintenant, je vais pouvoir lui dire, lorsque tu rajoutes un élément, profites-en pour ajouter le bouton de delete. De la même manière, je vais avoir besoin de trouver tous les éléments enfants à l'élément sur lequel j'ai mis le data controller. Donc je vais faire un child nodes pour cela. Et pour chaque élément, je veux que tu viennes rajouter le bouton de suppression. Voilà. On réactualise notre page. On a maintenant un petit bouton supprimer qui va s'afficher en dessous de chacune de nos quantités. Et si je clique sur supprimer, automatiquement ça supprime l'élément. Ce qui me permet maintenant, hop, de ne pouvoir conserver que la partie farine. Si je reviens sur notre bœuf bourguignon, on n'a que la partie farine. Alors, par contre, il faudra mettre en place ce système d'ajout de boutons avant de rajouter le bouton. Sinon, il essaie d'ajouter le bouton au bouton, ce qui est un peu particulier. Alors là, vous vous dites, ouais, mais c'est un peu pénible, ça fait un peu de code, mais ne vous inquiétez pas. Ce qu'on a fait ici, c'est un code qui est générique, que l'on va pouvoir ensuite appliquer à toutes nos collection types si on le souhaite. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des propriétés pour personnaliser le comportement. Alors là, c'est spécifique à Stimulus, qui est utilisé par Symfony. Mais en fait, on peut rajouter un statique et on va rajouter une propriété qui va s'appeler values. Et on va préciser des propriétés, si vous voulez, ou des particularités pour ce contrôleur. Par exemple, on va dire on aura une chaîne de caractères qui permettra de changer le libellé, qui permettra d'ajouter. Et on fera la même chose pour le delete label. Et en fait, on définit comme ça des caractéristiques pour notre contrôleur. Une fois qu'on a ces caractéristiques, on peut les utiliser là où on le souhaite en faisant un this, point le nom de la caractéristique, donc ici c'est addLabel, et on rajoute le suffixe value. Donc si ça n'existe pas, je veux que tu laisses ajouter un élément. Si ça existe, je veux que tu l'utilises. Pareil pour le bouton de suppression, que j'avais simplement nommé supprimer, je vais lui demander d'utiliser le delete label. Donc par défaut, vu que moi ça je ne l'ai pas personnalisé pour l'instant, ça ne va rien faire. On verra toujours supprimer ou ajouter. L'avantage, c'est qu'au niveau de notre recipe type, en plus de l'attribut data controller, on peut rajouter un attribut qui s'appelle data, le nom du contrôleur, le nom de la propriété qu'on souhaite changer. Par exemple, add-label, value. Et ensuite, je mettrai ici ajouter un ingrédient. Pareil, si je souhaite supprimer le delete, ça sera data-form-collection, delete-label value. C'est un peu verbeux, mais c'est ce qu'ils utilisent, eux, dans le cadre de Laravel. Si vous utilisez notre librairie front-end, évidemment, la logique va être complètement changée. Mais là, si je réactualise ma page, on voit que les libellés qui vont être utilisés vont être différents, si ce n'est que j'ai fait une petite faute d'orthographe.
Et j'ai bien maintenant supprimé un ingrédient et ajouté un ingrédient. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai utilisé le système qui propose par défaut au niveau de Symfony, mais ce code JavaScript, vous pouvez l'injecter de la manière que vous voulez. Si vous souhaitez faire du JavaScript de base, vous pouvez écrire la même logique en JavaScript classique. Si vous l'utilisez des trucs comme Alpine ou autre, vous pouvez greffer les choses. Là je vous ai montré le principe de base, c'est on prend la valeur qui est dans le prototype et on l'utilise pour créer un nouvel élément. C'est ce qui permet l'ajout, et dans le cadre de la suppression, il suffit de supprimer l'élément qui correspond. Et comme ça, on est capable de créer un formulaire imbriqué. Au passage, si par exemple quelqu'un rentre -10 ici, on aimerait bien afficher des erreurs. Donc dans ce cas-là, il va falloir changer un petit peu les règles de validation. Donc déjà, avoir des règles de validation sur le quantity. On va venir ajouter des contraintes. Typiquement pour la quantité, on va lui dire non, il ne faut pas que ça soit vide. Et en plus, on veut que ça soit positif. Voilà. Et là, si je resoumets le formulaire, on s'attendrait à avoir une erreur. Pourtant, ça va continuer à fonctionner, parce qu'on a mis les règles au niveau de quantity, mais on n'a pas mis les règles au niveau de recipe. Donc au niveau de recipe, on va rajouter une règle aussi au niveau de la partie quantities, et on va lui dire il faut que cet élément soit valide. Donc on va rajouter cette contrainte-là, et automatiquement, ça va valider que l'ensemble des quantités sont des éléments valides, et si ce n'est pas le cas, on aura une erreur. Et maintenant, si j'essaie de soumettre à ce niveau-là, on me dit bien que cette valeur doit être négative. Donc on a bien une validation qui se fait en profondeur. Mais voilà comment vous pouvez gérer des formulaires un petit peu plus compliqués au niveau de Symfony. Donc il faut noter qu'on a donc la possibilité, pour des objets imbriqués, de pouvoir créer un nouveau formulaire. On peut l'utiliser directement comme type, ou si on a un système de collection, on peut utiliser un collection type en mettant l'entry type qui correspond à notre nouveau formulaire. On pensera bien à mettre un by référence à false. Si on veut permettre à l'utilisateur de supprimer ou d'ajouter des éléments, on pourra faire un holo add et un holo delete. Dans ce cas-là, il faudra venir ajouter un petit peu de comportement JavaScript pour rendre le formulaire dynamique. Donc nous, dans notre cas, on a choisi d'utiliser Stimulus et on a fait ce data-controller et on a créé un contrôleur générique qui est paramétrable grâce à quelques propriétés. Enfin, dernier petit point, si vous voulez greffer ce comportement systématiquement sur tous les éléments de formulaire, une autre piste, c'est de tout simplement modifier le template twig qui est utilisé. Donc je vais retirer ce data-controller, ce qui fait qu'automatiquement notre contrôleur sera plus chargé et on n'aura plus les boutons. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais regarder au niveau de la config de Twig, le template qui est utilisé pour les formulaires. C'est ce template-là. Donc on va l'ouvrir et on va chercher en fait si on a la partie qui gère les collections. Donc on l'a pas, donc je vais regarder le template parent. Donc c'est le bootstrap base. J'ai cherché, il n'y a rien non plus. Donc je vais aller dans le form div layout et je vais chercher collection. Donc là, on a cette partie Collection Widget. Donc moi, je souhaite la personnaliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma partie Templates et on va créer une nouvelle partie. Donc moi, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Form et on va l'appeler layout.html.twig. À l'intérieur, je vais prendre la première ligne que j'avais ici. Voilà. Donc ça permet d'étendre en fait un template et je vais lui dire je veux étendre de celui que moi j'avais utilisé normalement à ce niveau-là. Et en fait, on va venir modifier un élément en particulier de ce layout-là. Et l'élément qu'on veut modifier, c'est le collection widget. Donc on voit notamment que dans ce collection widget, il rajoute un data prototype si on a des informations. Moi, je vais lui dire, en plus de ça, dans le cas où on a un data-prototype, que tu en profites aussi pour ajouter un data-controller et le contrôleur serait form-collection. Voilà. Maintenant que j'ai ce layout personnalisé, dans ma config de Twig, je vais lui dire il faut que tu utilises form/layout.html.twig. On ne va plus utiliser ce qui provient de Symfony, mais directement le nôtre. Si je réactualise la page, nos boutons sont réapparus. Donc ça peut être intéressant parce que ça vous permet de greffer le comportement dynamiquement. Si jamais l'utilisateur supprime le holo add et le holo delete, dans ce cas-là, le data prototype ne va pas être inséré. Et vu qu'il n'y a pas de data prototype, dans ce cas-là, on n'a pas notre contrôleur qui est chargé et ça fonctionne. Voilà. L'avantage avec tout ce que l'on a fait, c'est que maintenant on peut oublier l'écriture du code JavaScript, on a notre base que l'on va pouvoir utiliser à chaque fois qu'on a besoin de gérer des formulaires imbriqués. Et ça fonctionne de base. Donc j'espère que cette vidéo vous servira. C'est souvent un cas assez compliqué à gérer sur Symfony, que vous avez bien compris comment ça fonctionne en interne. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre. Ciao!